Dima De Clercq, vous êtes enseignante à l'AUB, je crois, à Beyrouth. Vous êtes chercheur associé à l'IFPO. Et puis, vous avez commis récemment un livre avec Stéphane Malsang qui s'appelle Le Liban en guerre, que voici. Et donc, on a une session avec deux intervenants. D'abord, peut-être qu'on pourrait laisser la parole d'abord non, à vous, parce qu'on va parler d'abord du Liban. Donc, Joseph, si vous permettez, on va commencer par le Liban avant de passer à quelque chose qui sera plus géopolitique, les relations Liban-Syrie dans les nouvelles configurations que nous connaissons. Donc, Dima, je vous laisse la parole en vous donnant 17 minutes 30, mais pas plus. C'est les instructions de la présidente de l'IREMO. Bon, alors je vais essayer de rebondir après tout ce qui a été dit pour essayer de peut-être positionner les choses un petit peu de manière différente, plus en phase avec euh, plus politique, on va dire, et plus euh, géopolitique aussi. Bassem, Sibyl et Pierre Duquesne ont parlé de la crise économique, mais on est resté dans une forme de localisme, on va dire assez. Bon, évidemment, on a parlé du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, etc. Mais on est passé très peu, en fait, sur les pressions aujourd'hui qui se posent justement pour le nouveau gouvernement, pour le nouveau président, pour aussi les pressions, en fait. On a parlé des pressions évidemment américaines, un petit peu, mais on va dire de façon assez euphémique, des pressions saoudiennes, justement, qui vont, ces Saoudiens qui vont être probablement, à qui on va demander de financer la reconstruction éventuellement, si jamais il y a un accord plus large dans la région, un accord de normalisation des relations avec Israël. C'est clairement une politique aujourd'hui. Le Liban est passé dans l'ère américano-israélienne, hein, avec l'Arabie saoudite comme éventuellement comme une sorte d'intermédiaire qui va faire passer les messages au sein même du Liban, et pas chez tout le monde, mais chez une partie de la population, notamment la communauté sunnite, une partie de la communauté chrétienne et aussi une partie de la communauté druze. Aujourd'hui, qui sont en train d'être polarisés, on va dire, face à ce qu'on appelle le tandem chiite, en l'occurrence le Hezbollah, et celui dont on n'a pas parlé de cette première séance, mais c'est Nabih Berri, le chef du Parlement, l'inamovible Nabih Berri, chef du Parlement depuis depuis en tout cas depuis presque que j'existe, donc enfin presque, non, je suis plus vieille que ça, mais disons que ce tandem chiite qui est en train de faire à la fois de la résistance en interne et évidemment donc une résistance aussi par rapport à l'extérieur, et c'est tout à fait quelque part fondé, ou en tout cas justifié, par le fait qu'une grande partie de la population chiite est originaire de ce sud Liban, qui a été très longtemps marginalisé, qui a été très longtemps mis de côté, que ce soit durant les années de guerre. Donc, je ne sais pas si je devrais revenir un petit peu sur cette guerre du Liban, mais même avant la guerre, il faut juste une petite précision. Moi aussi, j'aime bien tout ce qui est économique et social. Donc, en 1974, c'était l'année où le Liban avait le plus haut PIB de son histoire, avant et après 74. Donc, on n'a jamais atteint un aussi haut niveau de PIB au Liban. Et c'était dû, évidemment, en grande partie grâce, si je peux dire, si j'ose dire grâce, au choc pétrolier de 1973, qui avait fait que les pétrodollars sont arrivés en fait dans les banques, ont alimenté les dépôts dans les banques libanaises qui, à l'époque, jusqu'à tout dernièrement, bénéficiaient donc du secret bancaire. Donc c'était très, on va dire, convenient, très saillant, convenable de venir mettre ses dépôts et son argent au Liban.
En 74, donc, on est dans cette espèce d'âge d'or qui n'en est pas vraiment un, puisque c'était les années où c'était aussi l'année où il y a eu le plus de violence avant la guerre. C'est-à-dire, avant 75, l'année 74, c'était vraiment un pic, un pic de violence dont on parle très, très peu. Et en fait, la violence, elle était quasiment endémique avant 75, mais elle était très particulière dans certaines régions. Quand j'ai dépouillé l'Orient le jour entre 1967 et on va dire 1995, pour ma thèse de doctorat, je me rappelle que tous les jours, il y avait un incident dans le sud. Et ces incidents, c'était des enlèvements de bergers, on jetait des objets, des jouets qui explosaient dans les mains des enfants, dans les mains des agriculteurs, etc. Donc tous les jours, il y avait des mutilés, des morts, etc., etc. Et personne n'en parlait au centre du pays, c'est-à-dire à Beyrouth, dans la capitale et dans le mont Liban, qui est cet écrin de la capitale Beyrouth. À la limite, on continuait donc de faire son ski nautique, de skier, de danser sur les tables à Beyrouth, etc. C'était la Dolce Vita, mais en même temps, ce qui se passait dans le sud était quasiment inacceptable. Et ce ne sont pas que les populations chiites qui ont souffert de ces excès ou de ces violences, c'était aussi une partie de la population chrétienne qui est aussi originaire du sud Liban et qui a aussi donc subi les violences dans cette région. Donc, on peut comprendre qu'il y a une partie de la population qui souhaite quelque part défendre sa terre, défendre le droit à rester sur sa terre, le droit à ne pas être, on va dire, déplacé, ou à préserver justement ces terrains, ces oliviers, ces champs qui, aujourd'hui, après 2024, ont été pratiquement brûlés au phosphore blanc pour la plupart, et qui sont carrément devenus infertiles pour beaucoup. Alors, pour revenir un petit peu, aujourd'hui, nous faisons face à une société qui est extrêmement polarisée, très divisée. Ça, c'est visible, c'est audible déjà sur les réseaux sociaux, même si on peut évidemment penser que sur les réseaux sociaux, il y a une partie des gens qui écrivent qui font partie d'une certaine propagande, donc qui sont ce qu'on appelle des armées électroniques, on appelle ça en arabe jeish el-électronique, de certains partis politiques, de certaines anciennes milices, mais aussi de certains acteurs étrangers, parce qu'on le voit très très bien, donc on peut très facilement voir que les renseignements israéliens sont aussi partie prenante, ils sont présents. De toute façon, ils ne se cachent pas, ils ont des prénoms, des noms on va dire très explicites. Il y a en face aussi des gens qui vont s'exprimer sur les réseaux sociaux. Donc, et ça vient alimenter ça vient alimenter, on va dire, la propagande pour que les Libanais eux-mêmes on va dire, se polarisent, soit d'un côté, soit d'un autre, pour essayer de défendre tel ou tel point de vue. Et on voit aujourd'hui que la fracture, elle est là, elle est très profonde. Cette fracture a toujours existé entre, grosso modo, si je veux schématiser, ou bien simplifier sans être réductrice, entre une faction de la population qui souhaite continuer dans cette logique de résistance face à Israël, et une partie de la population qui ne le veut pas, quelque part qui en a marre, mais sans être vraiment véritablement touchée aux premières lignes en tout cas, ou bien qui vraiment pense que ça ne sert à rien, de toute façon le Liban n'est pas assez fort, il n'a pas les moyens, face à Israël, face à cette capacité technique, technologique, aussi militaire, financière aussi, avec l'aide des États-Unis, de l'Allemagne, de plusieurs pays. Donc, il ne sert à rien de résister. Donc, il vaut mieux passer à un certain accord, probablement revenir à l'armistice de 1949, hein, si affinité, et éventuellement arrêter tout de suite ce conflit. Mais ce conflit,
bon, s'il y a certains Libanais, une grande partie des Libanais, ou on va dire au minimum une moitié des Libanais qui sont pour l'arrêt de ce conflit, il faut aussi que les conditions de l'autre côté soient valables, soient acceptables. Parce que si les conditions, c'est vraiment prendre une partie du sud Liban, si les conditions, c'est vraiment ne pas laisser l'armée s'armer, justement. On sait aujourd'hui que l'armée libanaise n'a pas le droit d'être armée. En tout cas, on n'a pas le droit d'avoir dans l'armée libanaise des missiles sol-air pour défendre et il y a pas mal de contrats qui ont été, on va dire, annulés, souvent parfois à la dernière minute, des contrats avec certains pays qui se sont fait taper sur les doigts à un moment donné par les États-Unis parce qu'ils étaient prêts à livrer une fois qu'ils avaient. On a certaines archives diplomatiques en France qu'on ne nous a pas ouvertes et on le sait aussi pourquoi, parce que certains missiles, enfin, il y a eu certains, comment dire, il y a une certaine gêne française à divulguer en tout cas à ouvrir certaines archives relatives justement à la demande d'armement de l'armée libanaise auprès de la France et auprès d'autres pays. On ne peut pas renouveler le stock de Mirage, en tout cas cette aviation militaire que l'armée libanaise possédait à un moment donné de son histoire et qu'elle a exploité durant la guerre. Ça, c'était à un moment donné, on a utilisé l'aviation libanaise même contre les Palestiniens pour essayer de réduire un petit peu les abus, les exactions qui avaient lieu donc dans cette zone qu'on appelait le Fatahland, donc le Rakoub, qui se trouve entre le sud Liban et un peu la Bekaa. Donc, on a une armée qui n'a pas le droit d'être armée. Donc, on va l'aider. J'aime bien les gens qui disent ah oui, mais c'est les États-Unis qui financent l'armée libanaise. Eh ben non, c'est les États-Unis qui veulent aider l'armée libanaise, mais les États-Unis aident l'armée libanaise avec le financement du Qatar. Et ça, c'est uniquement pour donner à manger aux soldats dont la solde était tombée à presque 10 dollars par mois, 20 dollars pour les plus un petit peu plus élevés dans la hiérarchie. Et puis, un officier de haut grade, c'est-à-dire un général de l'armée, faisait 300 dollars à un moment donné, jusqu'à presque maintenant, hein, jusqu'à depuis quelques mois. Alors, je n'ai plus suivi depuis quelques mois, mais quand j'ai parlé avec certains officiers il y a quelques mois, et ils m'ont dit qu'ils étaient à 300 dollars et qu'ils facilitaient le travail à l'extérieur de l'institution de l'armée des officiers qui travaillent avec eux, mais eux, en tant que généraux, ne pouvaient pas le faire parce que c'était mal vu. Donc, c'est très intéressant qu'on laisse faire des lieutenants, des capitaines, des commandants, parce qu'ils ont des familles à nourrir et qu'ils ont besoin de faire un autre travail à côté de l'armée, mais on ne peut pas se permettre soi-même quand on est général, quand on est haut gradé, quand on a on va dire un poste assez élevé, de faire la même chose alors qu'on a ces enfants à l'université et qu'on n'a pas les moyens de les garder à l'université. Et que l'armée n'a plus les moyens non plus de payer les 50% qu'elle payait aux enfants d'officiers libanais dans les universités et les écoles. Il y a aussi, là je parlais un petit peu donc, de cette armée, il y a une forte concurrence entre l'armée française et les armées US et UK donc, et britanniques au sein donc, des institutions de l'armée libanaise, les officiers français qui sont au Liban se plaignent justement du fait qu'ils n'ont pas de moyens. La France n'a plus les moyens de sa politique et ils essayent de sauver un petit peu avec les moyens du bord, ils essaient un petit peu de sauver la face et de faire une petite concurrence à des armées qui ont les moyens et qui utilisent aussi les pays du Golfe pour justement combler ces moyens. Donc, des problèmes au niveau des institutions. Donc, on n'a pas les moyens de se défendre, mais et on va avoir des conditions. Donc,
comment accepter ces conditions et jusqu'à quel point abandonner la souveraineté libanaise, jusqu'où peut aller le Liban dans l'abandon de sa souveraineté. Bon, on a des pays tout autour qui ont carrément abandonné leur souveraineté, dont on en parlait tout à l'heure, moyennant de l'argent. Bon, c'est des pays qui ont une certaine homogénéité au niveau du gouvernement, au niveau des confessions, hein, du tissu social. Il y a au niveau des religions, etc. Donc, il y a une certaine... et ce sont aussi pour certains, ce sont des monarchies, donc ce n'est pas une république, une démocratie de consensus ou consociative comme le Liban, et où, dès le départ, s'il y a eu la guerre du Liban, c'était à cause de cette fracture-là, c'est la même fracture. Est-ce qu'on laisse faire les Palestiniens, on laisse faire donc une certaine résistance, une forme de résistance à l'époque palestinienne et nationalistes arabes à partir du Liban, notamment après 1967, donc après que l'OLP ait pris en main, on va dire, son destin, quand elle a vu la défaite arabe de 1967, de la guerre des 6 jours, ou bien la deuxième partie de la population qui se dit ben non, nous, on ne peut pas laisser faire non plus les factions palestiniennes qui sont là, on ne peut pas donner comment dire, la liberté totale à cette volonté de résistance à partir de notre territoire. Et donc, ces partis-là qui se sont organisés, ce qu'on appelle les libanistes, en tout cas les partis libanistes ou les partis, je vais dire, oui, plus attachés à une forme de préservation de la nation libanaise. Ils s'appelaient à l'époque, donc ils étaient considérés comme souverainistes. Et il y a eu ce décalage entre ceux qui voulaient arrêter justement les factions palestiniennes et les arrêter dans leur action, justement pour éviter ce qu'on appelait à l'époque des représailles israéliennes, et ceux qui étaient prêts on va dire, à résister, et qui ont été suivis par une partie aussi de la population libanaise qu'on a appelé par la suite le mouvement national, et qui a fédéré toutes ces factions libanaises pro-palestiniennes, qu'elles soient laïques ou musulmanes. Donc, laïques comme le Parti communiste libanais, l'Organisation d'action communiste au Liban, ou bien même le Parti social national syrien. Donc, on a des nationalistes, on a le mouvement nationaliste arabe aussi, et on a d'autres mouvements de gauche, carrément de gauche, mais qui étaient à l'époque pratiquement dans le même, fédérés sous le nom de mouvement national, sous prétexte de résister à l'entité sioniste. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu, donc, toute cette logique, pourquoi j'explique ça, c'est que j'essaie de montrer que c'est la même logique qui prévaut, mais c'est les acteurs qui ont un peu changé. Donc, on avait des mouvements de gauche, des nationalistes arabes, des nationalistes syriens. Ensuite, donc, on est passé à petit, lorsque tous ces mouvements-là ont échoué, hein, tous ces mouvements de résistance ont vraiment échoué sur le terrain libanais comme sur la scène plus large du Moyen-Orient. Eh ben, c'est une résistance d'un nouvel ordre qui va prendre forme et qui va être islamique. Donc, qui va être islamique, notamment chiite, parce que comme la nature a horreur du vide, donc à partir d'un certain certain terrain, qu'on appelle une bi'ahadina, donc c'est-à-dire un environnement propice, va naître une résistance qui va aussi essayer de trouver qui va la financer, qui va la soutenir, etc. Et c'était évidemment très, très commode après la révolution iranienne de 1979, que ce soit l'Iran qui, naturellement, va favoriser, aider, entraîner et financer le mouvement du Hezbollah. Mais ça avait commencé avant le Hezbollah, dès 1974. Cette résistance islamique avait commencé avec le mouvement Amal, donc Afwaj al-Muqawama al-Lubnaniya de l'imam Moussa Sadr, qui va d'ailleurs disparaître en 1978, avant la révolution iranienne, et dont
va être issu, on va dire comme euh, un- ça va être, c'est pas très direct, donc on va avoir différents mouvements qui vont être issus de Amal islamique, etc., pour après donner le Hezbollah. Donc le Hezbollah qui se manifeste ouvertement à partir de 1984, donc avec son manifesto. Euh, euh, donc cette logique, elle prévaut aussi aujourd'hui. Elle a ces différents acteurs, mais c'est patent. C'est vraiment patent. Je ne vais pas rentrer, donc je voulais vous expliquer un petit peu de ce qui s'est passé durant la guerre de 2024 et comment les choses se sont produites, mais je vais essayer de ne pas rentrer dans ça, ça risque de prendre plus de temps que prévu. Euh, euh, c'est juste l'idée que pendant la guerre, il y a eu une forme de pudeur des communautés, pudeur des Libanais les uns envers les autres, c'est-à-dire devant toute cette destruction, devant toute cette catastrophe, ce drame, ces morts, y compris beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. Moi-même, j'ai perdu 7 anciens étudiants de l'univers universitaire avec toute leur famille, parfois leurs enfants, leurs maris, ou bien leurs femmes, leurs enfants, dépendamment si c'est une femme ou un homme. Et souvent, et aussi avec souvent une, par exemple, a été tuée avec toute sa famille, son père, sa mère et tous ses frères et sœurs. Donc, ce sont des cas vraiment dramatiques. Et les Libanais vont vraiment être solidaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont manifester une forme de solidarité. Et cette solidarité, elle existe, elle est nécessaire en fait, parce que on ne peut pas voir qu'il y a une partie de la population qui sombre sans penser que on est on est dans le même bateau quelque part et que tout le monde va sombrer avec. Évidemment qu'il y a eu des excès, c'est-à-dire qu'on a profité, c'est-à-dire que les loyers ont explosé dans certaines régions pour accommoder ces familles chiites qui arrivaient, ou en tout cas qui prenaient la fuite du sud, de la Bekaa, de la banlieue sud, jusqu'au moment où on a commencé à cibler vraiment des familles qui avaient pris la fuite sous prétexte qu'il y avait un membre ou enfin, présumé du Hezbollah. Et à partir de ce moment-là, on a senti qu'il y avait une sorte enfin, la solidarité, c'est un petit peu distendu. Hein. On ne pouvait plus accepter qu'il y ait des locataires chiites sous prétexte, si on n'était pas sûr à 100% qu'il n'y avait aucun lien, même familial, lointain, troisième, quatrième, cinquième degré, avec le Hezbollah. Donc, on a ces éléments-là. Juste au moment où il y a le cessez-le-feu, un cessez-le-feu qui n'a jamais été respecté, qui continue d'ailleurs à faire beaucoup de morts et beaucoup de destruction, même plus que durant la guerre. C'est-à-dire que l'armée israélienne a réussi après le cessez-le-feu ce qu'elle n'avait pas réussi durant la guerre. Et c'est très intéressant, notamment dans les villages frontaliers, notamment au sud, même dans la Bekaa, etc. Alors aujourd'hui, donc aujourd'hui, c'est au moment où il y a le cessez-le-feu présumé, tous les déplacés rentrent chez eux. C'est-à-dire à 4 heures du matin, on a le cessez-le-feu, à 4 heures 1 minute. Moi, j'étais sur les routes à ce moment-là, pas à 4 heures, mais à 9 heures. J'ai des photos où il n'y a pas une voiture, il n'y a pas une voiture qui circule sur l'autoroute où il n'y a pas les matelas, toute la maison, en fait, pratiquement sur le dos des voitures. Et c'était vraiment inouï. Et j'avais pris la fuite parce que moi j'habite vraiment première loge de ce qui se passe. Donc, j'avais pris la fuite la veille pour ne pas avoir assisté à cet apogée de destruction qui a eu lieu la dernière nuit. Et donc, quand je rentre à 9 heures du mat chez moi, je suis vraiment éberluée par… Déjà, ça m'a pris 2 heures pour un trajet de 20 minutes ou 25 minutes, ça m'a pris 2 heures. Et je suis éberluée par le nombre de personnes qui rentrent. Et quand on a appelé les évêchés, les écoles pour essayer, parce qu'on avait fait pendant la nuit, la dernière nuit,
on n'a pas dormi avec des amis à moi, donc là où j'étais réfugiée, et on a essayé de mettre dans des cartons donc du riz, de la farine, des condiments, etc., pour essayer d'aider et les monter dans des évêchés ou dans des écoles qui récoltaient justement ces aides pour les distribuer au sein de la population déplacée. Lorsqu'on a appelé à 8 heures du matin pour envoyer 500 cartons, parce qu'on avait réussi à faire 500 cartons la dernière nuit, il n'y avait plus un déplacé présent dans ces 4 institutions. On ne savait plus quoi faire de ces 500 cartons et finalement, on a demandé à un taxi qui avait une petite camionnette de mettre les cartons et de les descendre à Nabatiyé, ce qu'il a fait le jour même. Donc c'était assez, donc ça, ce sont des histoires vraiment du vécu pour comprendre un petit peu, pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Donc quand on voit ça, on comprend que tout ce qui aurait pu créer comment dire, une sorte de haine, de vengeance, etc., de ressentiment contre les déplacés qui ont envahi toutes les autres régions, etc., eh ben, c'est comme si on avait coupé l'herbe sous le pas de ce qui se passe et que finalement tout le monde est rentré chez lui, mais carrément quitte à vivre dans des tentes. Et on était le 27 novembre 2024, donc vraiment à l'approche, en tout cas pratiquement en plein hiver, en plein automne, mais à l'approche de l'hiver. Donc ça c'est intéressant du point de vue de l'historien ou du sociologue qui travaille sur ces questions. Ce que je voulais dire aussi, et je vais essayer voilà, 5 minutes, de c'est bon. finir, c'est que aujourd'hui, donc, on est dans une impasse. Il y a eu évidemment une solution, en tout cas de facto. Cette guerre a permis évidemment un certain déblocage de la situation politique qui était bloquée depuis 2022, depuis octobre 2022, la fin du mandat Michel Aoun. Donc là, on a droit à un nouveau président de la République pratiquement imposé, donc presque imposé. Donc c'est le candidat des États-Unis, mais un candidat accepté par tous, mais littéralement accepté par tous, puisque aussi les parlementaires du Hezbollah ont aussi voté pour lui. Et aujourd'hui, lorsqu'on entend leur voix, ils défendent tous le mandat de Joseph Aoun et le président de la République. À la limite, beaucoup plus que ceux qui étaient pour le fait qu'il arrive au pouvoir. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a, au contraire, tellement le Hezbollah défend Joseph Aoun, il y a un lâcher-prise de l'autre côté. Donc, on ne peut pas s'entendre. C'est en fait noir ou blanc. C'est en fait, si tu dis noir, donc moi, je dois dire blanc. Si tu dis blanc, je dois dire noir. Mais vraiment par esprit de contradiction, beaucoup plus qu'autre chose, sans vraiment rentrer malheureusement dans les détails objectifs. Mais ce que les États-Unis demandent au président Aoun, c'est aujourd'hui d'en finir avec les armes du Hezbollah, mais d'en finir très très vite. C'est-à-dire que ceux qui y ont amené aujourd'hui l'exécutif, le tandem de l'exécutif au Liban, sont en train de lui demander des choses impossibles à moins de 2 solutions. La première, c'est qu'on fasse un forcing et donc éventuellement par une guerre civile. Est-ce que l'armée libanaise est prête à affronter sur le terrain libanais le Hezbollah? Ça ne paraît pas le cas parce que ni le Hezbollah ni l'armée n'envisagent cette solution, mais en tout cas, on pousse à ça, et même on pousse à ça, c'est-à-dire quand on parle aux officiers de l'armée, c'est évident, c'est-à-dire qu'ils en parlent et que ça les gêne énormément parce qu'on sent le forcing d'officiers qui viennent de l'extérieur. Donc il y a ça. La deuxième chose, c'est éventuellement quand la situation risque de se bloquer et qu'il n'y a aucun espoir de guerre civile, justement, après comment dire, toute cette propagande, toute cette polarisation, tout ce qui a été jeté comme fiel dans la population libanaise justement, pour qu'elle passe à l'étape de la guerre civile. On voit que la solution éventuellement peut être qu'Israël intervienne. Moi, je ne fais pas de pronostic, on ne fait pas de pronostic en histoire, mais on voit que en tout cas les acteurs au Liban ne parlent que de ça. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui le dis,
So don't shoot the messenger, mais mais ça, c'est ce qui se dit aujourd'hui, c'est ça, ça c'est le débat public au Liban, c'est que éventuellement, ce qui risque de se passer, c'est un second round, un deuxième round, carrément de violence, éventuellement de la part d'Israël pour en finir avec le Hezbollah, parce que c'est exactement l'idée fixe du gouvernement israélien, c'est d'en finir avec la résistance et le Hezbollah. La dernière chose, c'est les armes du Hezbollah. Donc, ce qu'on demande, que les armes du Hezbollah soient complètement anéanties et détruites. Or, il y a les armes qui sont au sud du Litani, il y a les armes qui sont au nord du Litani. Donc, selon la résolution 1701, les armes qui doivent être éventuellement, enfin, la région qui doit être désarmée, c'est la région qui est au sud du Litani. Or, cette région, alors le Hezbollah a accepté ça de facto aussi. Pourquoi? Parce que les Israéliens ont identifié, même s'ils n'ont pas pu détruire tout le stock d'armes qui se trouve au sud du Litani, ils ont réussi à identifier, on va dire, les entrées et les sorties éventuellement de ces caches d'armes et qu'ils ont bombardées. Donc, et chacun qui va s'approcher de ces entrées et sorties va être est ciblé. Et c'est le cas aujourd'hui, même après le cessez-le-feu. Tandis que, donc, c'est un sunk cost, c'est un coût, enfin, de toute façon, le Hezbollah ne peut pas arriver à ces armes-là. Donc, il veut donner ces armes-là aux soldats libanais, à l'armée libanaise. Mais l'armée libanaise n'a pas le droit de garder ces armes. Même si ces armes peuvent être très importantes, il faut, donc diktat américain aussi, que ces armes soient détruites. Donc, on ne peut pas les garder, on ne peut pas en bénéficier en tant qu'armée libanaise, mais il faut qu'elles soient détruites. Alors, au nord, c'est plus compliqué parce que les Israéliens ne savent pas où se trouvent, n'ont pas chopé toutes les caches d'armes. Donc, c'est là où se passent les négociations. Donc, pas besoin peut-être de les transmettre à l'armée, etc. Donc, pas besoin qu'elles soient détruites. On ne va pas divulguer quelque chose qu'on ignore. Voilà. C'est là où en est aujourd'hui le débat au niveau politique et militaire au Liban. Et j'espère que j'ai apporté un petit éclairage là-dessus. Voilà. Merci Néma, c'était très intéressant. Pardonnez-moi, mais il faut qu'on maintienne un peu le rythme, même si on l'a un peu écorné, c'est pas bien grave. Et laisser la parole donc ensuite à Joseph Daher, qui est sans doute là, je ne le vois pas, mais on va. Ah, Il est vous en je ne le m'entendez? vois pas. Donc, je vous redis bonjour, bienvenue, et vous avez donc à votre tour la parole pour une bonne vingtaine de minutes. Je vous en prie. Bonjour Jean-Paul, vous m'entendez? Bonjour Oui, je vous Nathan. entends très bien. Ok, Nous bonjour tout vous le monde. entendons très bien. Bonjour tout le monde. Merci encore pour l'invitation. C'est un plaisir d'être à l'IRMO et que je suis de manière assidue toutes les vidéos. Et puis, euh, merci à l'intervenante aussi précédente pour ses explications. Et j'espère qu'on pourra avoir un débat des plus intéressants. Donc, moi, on m'a demandé de m'intéresser, de vous présenter les relations libano-syriennes en se concentrant majoritairement sur la période du post-8 décembre qui, je pense, intéresse le plus grand nombre. Il est certain tout d'abord que quand même, il faut dire deux, trois mots avant le 8 décembre 2024 car les liens qui lient le Liban et la Syrie sont historiques. Pour moi qui ai travaillé sur ces deux pays voilà, de manière approfondie, euh, les événements qui se passent dans un pays ont des influences sur l'autre, et cela depuis l'indépendance des deux pays, et même auparavant à bien des égards. On ne peut pas oublier, par exemple, lorsque l'établissement de la République arabe unie entre la Syrie et l'Égypte, cela a eu des soubresauts également au Liban en 58, des mouvements de révolte contre la présidence de Camille Charmoun et autres, ou bien l'occupation du régime syrien euh, déjà durant la guerre civile libanaise jusqu'à 2005, mais aussi au niveau économique, la question des travailleurs syriens depuis des décennies qui constitue quelque chose de très important dans le cadre de l'économie politique libanaise, ou bien le rôle et que, bon, maintenant ils sont devenus pour la grande partie des Libanais, mais la bourgeoisie syrienne qui a quitté les années 60 la Syrie pour s'installer au Liban, notamment, on regarde le quartier de Badaro, en grande partie construit par la bourgeoisie alépine et autres. Donc, aussi le lien entre la livre syrienne et la livre libanaise et autres. Mais donc, voilà, pour vous dire que ces liens sont très profonds, qu'elles soient sociaux, économiques et politiques. Et dès lors, que ce soit le Liban et la Syrie, sont rentrés dans une nouvelle période
à la suite du 8 décembre, qui sont liées à des questions régionales qui ont été évoquées, en particulier à la suite du début de la guerre génocidaire menée par l'État d'Israël depuis octobre 2023, qui va avoir des répercussions sur ces deux pays de manière différente. Une guerre israélienne directe contre le Liban de septembre à fin novembre, comme on a pu la voir, et de manière indirecte sur la Syrie, parce qu'elle a affaibli un des principaux acteurs de soutien au régime syrien, que ce soit le Hezbollah libanais ou l'Iran. Et c'est un des éléments qui explique la chute du régime syrien. Il y en a de nombreux autres qui pourraient faire l'objet d'une autre conférence, mais je ne vais pas me concentrer là-dessus. Dans ce cadre-là, on voit tout d'abord qu'au niveau géopolitique, ces deux pays sont rentrés dans des nouveaux axes, très clairement, dominés par l'axe, disons, états-unien et des monarchies du Golfe, avec des pressions qui continuent des deux côtés, j'ai envie de dire, que ce soit au Liban ou en Syrie par Israël pour pousser ces deux pays vers des formes de normalisation. On a eu l'extension de l'occupation en Syrie, des menaces continues, pas des menaces, simplement des bombardements. Et au Liban, la guerre est à bien des égards pas complètement finie, avec des bombardements continus qui dépassent simplement la région du Sud. Et un axe aussi iranien et Hezbollah qui a été extrêmement affaibli. Et je pense que la chute du régime syrien est quasiment aussi ou plus important que la guerre israélienne qu'a menée, que l'armée israélienne a menée contre le Liban. Pourquoi? Je m'explique. Certes, le Hezbollah est sorti très, très affaibli de la guerre israélienne contre le Liban, que ce soit politiquement, économiquement, militairement, à tous les égards. Mais on aurait pu penser que l'avenir du Hezbollah aurait pu se reconstruire si le maintien du régime syrien avait eu lieu, car la Syrie était une source à la fois d'accumulation de profits par la contrebande, une voie de liquidité, mais aussi de transfert des armes, qui aurait pu permettre au Hezbollah d'avoir une plus grande participation. Et là, on voit très clairement au Liban qu'il a des limites très claires comparées à 2006 dans la perspective de reconstruction, de payer sa base populaire qui manque énormément de choses. Ça, c'est quelque chose que je pourrais revenir par la suite, mais c'est un vrai souci pour le Hezbollah. Et donc, on se retrouve dans une situation aussi avec, et je reviendrai sur ce terme parce qu'aujourd'hui, le terme de souveraineté est quelque chose qui concerne les deux pays de manière assez. Et d'ailleurs, dans les deux pays, bon, depuis plus longtemps au Liban, mais on est devenu des spécialistes de Max Weber sur le monopole de la violence étatique. Et bon, je verrai avec ces contradictions aussi. Euh, mais donc, on est dans un nouvel axe. Et quand on parlait aussi de pousser, donc voilà, vers la normalisation avec Israël, c'est très clair. Et je reviendrai sur la question des sanctions, mais aussi, on a parlé bien sûr de la volonté de désarmement du Hezbollah au Liban, mais aussi une volonté voilà, de sécuriser, entre guillemets, le sud de la Syrie. Et dans les deux pays, un acteur qu'on a oublié, ou des acteurs qu'on a oublié de parler, une volonté de démilitarisation des acteurs palestiniens. Que ce soit au Liban, il y a des pressions de plus en plus importantes également, mais également en Syrie. Donc ça, c'est une première chose. Donc ces deux éléments sont très importants à prendre en compte, cette normalisation voulue et l'axe qui sont en train d'être imposés, disons plutôt dans un axe états-unien, Golfe, avec pression israélienne dans les deux pays. Deuxième chose, c'est l'impact que ça a eu au Liban. On en a parlé, l'élection de Aoun, du président Aoun, du Premier ministre Salam. Je serais peut-être un peu moins optimiste sur les capacités de changement de ce gouvernement par rapport au. Moi aussi, moi Ah non, aussi. mais c'est aussi par rapport à la session précédente, notamment Oui, sur le fait que la majeure partie, il y a des divergences, pardon, entre ce qu'on va schématiser entre le, le pôle politique libanais, anciennement 14 mars à Hezbollah, mais sur les politiques économiques et le système politique confessionnel libanais, il n'y a pas de divergence fondamentale, ni de réforme fondamentale, y compris sur le secteur bancaire à ce niveau-là. Mais on peut revenir par la suite. Mais on a pu voir aussi aux dernières élections municipales euh, au Liban, où on a vu des alliances entre guillemets contre nature. À Tripoli, à Sharfifi, c'est allié avec des anciens, en tout cas alliés ou personnes considérées comme proches du régime syrien. Les forces libanaises ne sont pas alors aussi alliées avec le Parti national social syrien.
qui historiquement n'est pas proche du force libanaise. Après, il y a des dynamiques familiales, locales aussi à prendre en considération, mais c'est à dire. Maintenant, comment cela a impacté sur différentes choses? Beaucoup ont annoncé une nouvelle ère. Il y a certainement une nouvelle ère. Alors, est-ce qu'il y aura plus d'égalité? C'est encore à voir entre les deux relations, mais il y a toujours des tensions sur différents niveaux. Tensions aux frontières. On a pu voir même un cessez-le-feu mis en place en mars à la suite de combats entre des armées, et ça c'est une complication entre guillemets, de compréhension, savoir est-ce que c'est des groupes armés syriens affiliés ou pas à l'armée syrienne, sachant que l'État syrien change de dénomination très souvent pour qualifier ces groupes armés, mais qui ont pu attaquer des villages qui sont à la frontière entre le Liban et la Syrie. Euh, Notamment le village de Hosh Saïd al-Ali qui a subi des attaques de ces groupes armés, pour certains djihadistes. Et là, il y a un mix, bien sûr, de tensions qui sont à la fois politiques et confessionnelles qu'on ne peut pas nier. C'est à la fois une opposition qui est due au Hezbollah, parce que beaucoup de ces familles et tribus sont liées au Hezbollah, mais il y a aussi une connotation confessionnelle. Il y a aussi toute la dynamique des contrebandes qui a changé. Historiquement, les contrebandes ont toujours existé entre la Syrie et le Liban, mais avec des dynamiques différentes. Pour vous donner un exemple, avant 2011, le pétrole, c'était du Syrie vers la Liban. Ensuite, après 2019, c'était le contraire. De même que les acteurs ont changé. Hezbollah est devenu ultra dominant après 2011, particulièrement après 2016, 2017, collaboré avec la 4e brigade de Maher al-Assad. À la suite du régime, la chute du régime Assad, c'est une perte d'accumulation de capitaux énorme, énorme à tous les points de vue pour Hezbollah, même s'il réside encore, mais il y a peut-être d'autres dynamiques qui vont avoir lieu. Ça, c'est encore d'autres recherches, je pense qu'il faut pousser, mais il y a d'autres acteurs qui pourront potentiellement bénéficier, même s'il y a toujours ces dynamiques qui existent. Et tout simplement, la contrebande va continuer parce que la majorité des villages aux frontières euh, dans les deux pays euh, sont peu aidés par l'État historiquement. Il y a peu de services étatiques et il n'y a pas beaucoup d'alternatives de travail, d'opportunités, pardon, financières et autres. Et ça, c'est quelque chose, revenant en conclusion, la souveraineté dans les deux pays est simplement compris à travers la sécurité et l'armée, ce qui est pour moi extrêmement problématique pour permettre une véritable souveraineté euh, sur un moyen et long terme et basée en fait sur la population ou sur les populations locales. Ensuite, il y a le dossier des réfugiés. Le dossier des réfugiés, donc il y a, depuis la chute du régime, mais c'est encore plus que d'habitude, on va dire, un discours qui est quasiment sans exception au Liban, même au sein de ce qu'on appelle la contestation, l'opposition libérale, il faut le retour des réfugiés. Donc, pour l'instant, il faut savoir qu'à la fin mars, selon le dernier chiffre du Haut Commissariat des réfugiés, de réfugiés qui sont retournés en Syrie, au maximum des pays avoisinants, on parle de 300 000 personnes. Et c'est sans oublier, même s'il y a des... Alors, comme ils les appellent au Liban, ce qui est un peu pas vraiment vrai, on va dire ça comme ça, les retours volontaires qui ont repris dernièrement, qui sont relativement peu volontaires, disons. C'est poussé fortement, on va dire comme cela, avec un certain nombre de pressions sur un certain nombre de familles et autres pour revenir, mais qui concernent plusieurs dizaines de familles peut-être, mais ce n'est pas des chiffres énormes. On comprend la totalité de la population syrienne au Liban. De même, à ce niveau-là, il faut savoir que de nouveaux réfugiés syriens sont arrivés au Liban à la suite des massacres confessionnels commis par à la fois les forces armées de la nouvelle armée syrienne, Hayat Tahrir al-Sham, des groupes djihadistes, et de l'armée nationale syrienne qui agit comme proxy de la Turquie. Il y a d'autres dossiers qui concernent aussi la question des disparus libanais en Syrie, mais qui avancent pas beaucoup. Et là aussi, j'arrive à des choses peut-être un peu plus sur l'actualité, mais avant de revenir à ça, sur la question des sanctions, le commerce et l'économie, il faut savoir, comme je disais, tout ce qui se passe en Syrie et dans l'autre sens, au Liban, a des répercussions sur les deux pays. On peut voir lors des derniers massacres confessionnels, cela a eu des impacts sur le Liban, notamment à Tripoli, sur des quartiers historiquement où il y a des Alaouites, des sunnites, ça a eu certaines tensions. Mais dernièrement, sur la question des populations druzes,
On a pu voir encore l'intervention de Walid Jumla, mais aussi des tensions locales à la suite au Liban par rapport à ces tensions confessionnelles en Syrie. Maintenant, la chute du régime syrien et surtout l'annonce qui a été faite ce mercredi de la levée des sanctions américaines, même s'il y a un processus qui doit avoir lieu, a suscité un certain nombre d'espérances en Syrie et au Liban. Bon, je pourrais revenir par la suite que la levée des sanctions est un obstacle majeur qui a été enlevé, mais il y a tout un certain nombre de problèmes structurels en Syrie pour voir un véritable recouvrement économique. Euh, Maintenant, pour le Liban, cela a été voilà, salué en espérant qu'on va en profiter. Euh, Bon, notamment à travers ça pourra booster le commerce entre les deux pays. Les entreprises libanaises vont pouvoir participer en partie à la reconstruction. On parle surtout des entreprises de construction, ingénierie et autres, malgré qu'ils vont devoir faire la compétition des entreprises turques qui vont être très présentes. Euh, mais il y a une espérance de pouvoir bénéficier de la possibilité de la reconstruction. De même qu'il y a eu certains discours, cela permettrait aussi un meilleur approvisionnement au niveau énergétique en essayant de faire renaître cet espoir de transport du gaz égyptien vers la Jordanie, Syrie et Liban. Mais il faut savoir que l'Égypte aujourd'hui vit une crise aussi au niveau de son gaz. Donc cela, voilà, il y a un certain nombre de challenges, de défis pour arriver à cela. Donc là, au niveau de, je vous ai fait essayer de même, on pourrait parler aussi des dossiers un peu sensibles, entre guillemets, sur la question économique entre la Syrie et le Liban, qui est revenu sur la table une première fois, lors de la première rencontre entre le Premier ministre libanais et Ahmed Echeleh, le président syrien, c'est la question des dépôts syriens dans les comptes, dans les banques libanaises, qui sont estimés, et c'est très difficile à estimer cela, entre 20 à 50 milliards. Mais le problème, c'est que ces fonds, déjà, ils ne sont pas tous issus de l'après 2011. Et ensuite, il y a peut-être des doubles nationaux. Donc, pas tout cet argent va forcément revenir vers la Syrie. Donc ça, c'est aussi, et sans parler qu'on est encore très loin, et c'est pour ça que je ne suis pas tellement optimiste par rapport que la remise des dépôts soit faite à leurs déposants. Il y a tout un certain nombre de processus à prendre en compte. J'arrive vers la conclusion pour dire euh, deux, trois choses. Tout d'abord, et ce qui est intéressant aussi de voir par rapport aux changements régionaux, aussi à prendre en compte, voilà, l'arrivée de Trump au pouvoir, une politique qui a mené dans ces trois pays. On parle aujourd'hui de Trump a potentiellement, alors des contrats directs conclus, on arrive presque à 1000 milliards de dollars de contrats conclus avec Arabie Saoudite, Émirats et Qatar, qui pourraient générer à presque 4000 milliards. Une volonté d'arriver beaucoup plus à une forme de normalisation. Et je trouve quand même, là, les paroles qui ont été tenues par Walid Jumlat il y a quelques jours au sommet de Bekfaï avec Sami Gemayel comme révélateur d'un changement de ton, ce qui est connu généralement qu'on connaît Walid Jumlat, c'est-à-dire maintenant il dit qui est opposé aux accords d'Abraham. Nous sommes les premiers à avoir accepté, à avoir proposé la paix avec Israël en 2002 sous proposition à Rafik al-Hariri. Donc, si on regarde les deux propositions, c'est pas vraiment similaire. Disons, dans les accords d'Abraham, par exemple, il n'y a pas du tout mention d'un État palestinien, à aucun moment. Et là, on voit que ce soit au Syrie et au Liban, qui sont eux-mêmes deux pays qui sont historiquement liés à la Palestine, avec un soutien avec la Palestine relativement important, les problèmes économiques, les, les tensions politiques aussi, on pourra revenir sur le rôle joué au Hezbollah, que ce soit au Liban ou en Syrie, qui a été extrêmement négatif, qui a fait perdre de sa popularité de manière massive, fait qu'aujourd'hui, il y a un vrai challenge pour la question palestinienne, même dans ces deux pays, de soutien, et une volonté très claire de liquider la question palestinienne. Mais aussi, on voit deux pays qui, aussi au niveau économique, entre guillemets, se ressemblent de plus en plus. La Syrie, aujourd'hui, ne produit très peu quand on fait les capacités économiques productives de la Syrie. Juste pour vous donner quelques chiffres,
En 2010, la Syrie exportait pour une valeur totale de 12 milliards de dollars. Aujourd'hui, ça ne dépasse pas 1 milliard de dollars. Et les politiques économiques du gouvernement syrien actuel, qui sont dans la continuité de l'ancien régime et qui approfondissent les politiques néolibérales d'austérité, sont ultra commerciales. Donc, vont dans des dynamiques commerciales, favoriser la libéralisation du commerce. Il faut savoir que si vous comparez le premier trimestre de l'année 2025 et 2024, les exportations turques ont augmenté de 30%. Quand vous allez en Syrie, au nord de la Syrie, ou même à Damas, la majorité des produits sont turcs. Et même les manufacturiers, les industriels vous disent on ne peut pas faire une compétition avec les produits turcs. Surtout après 13 ans de guerre. C'était déjà compliqué avant la guerre, c'est encore plus compliqué aujourd'hui. Les deux pays sont dépendants d'envois de fonds de la diaspora. La grande majorité des Syriens vivent grâce aux envois de fonds. Et a priori, on aura une reconstruction pour l'instant qui va avoir, s'il devait avoir lieu en Syrie, qui aura, selon moi, avec le gouvernement actuel et ses politiques, ses alliances, va ressembler beaucoup au Liban post-90 et qui me fait beaucoup de soucis. Avec dans lequel, il faut se rappeler quand même, Rafik Hariri avait joué un rôle très important pour réprimer, avec le soutien du régime syrien, tous les acteurs sociaux qui critiquaient son modèle de reconstruction. On voit aussi qu'en Syrie, les syndicats, associations professionnelles, une continuation en fait des politiques des régimes précédents, d'essayer de les contrôler et de désigner un leadership qui est totalement à sa solde. Finalement, et ce sera un autre mot, c'est la question de la souveraineté. Dans les deux cas, la question de la souveraineté est limitée au contrôle des armes. Donc en Syrie, on justifie en partie des attaques, ou en tout cas en utilisant les attaques confessionnelles, notamment sur les populations druzes, en disant les armes doivent revenir au gouvernement syrien. Ça doit être simplement le gouvernement syrien qui a les armes. Alors, il y a des pressions sur la question kurde, moins depuis l'accord, mais l'argument est similaire aussi au Liban. Disons, ça doit être les mains du Liban, de l'armée libanaise. Certes, moi je suis en partie d'accord. Le problème, quelle alternative vous donnez aux populations pour lâcher ces armes? Au niveau du Sud-Soudan, ils demandent, on n'est pas contre de rentrer dans l'armée. Mais quelle armée nationale? Elle n'est pas inclusive. Quel gouvernement? Il n'est pas inclusif. Hayat Tahrir al-Sham veut tout le pouvoir. L'autorité autonome du nord-est de la Syrie dit la même chose. Alors, au Liban, c'est un peu plus complexe, mais cette contradiction sur le fond reste. Quelle alternative vous donnez aux populations du Sud, aux populations d'Ahiyeh et de la Beka? En plus, pour une partie de la population chiite libanaise, le nouveau gouvernement syrien est perçu comme une menace. Je n'ai pas besoin de rappeler ce qui s'est passé durant les 15 dernières années. Et en plus, en question socio-économique, dans les deux pays, aucune alternative n'est donnée, dans des taux de pauvreté extrêmement importants. Donc on parle simplement d'une souveraineté, ce que j'ai appelé par en haut, et pas une souveraineté par en bas. Et en plus, c'est une souveraineté par en haut qui est quand même dictée par un certain nombre d'États étrangers. Donc ce qui remet en cause une partie de cette souveraineté. Alors, je le dis parce que je suis en train de travailler sur un papier avec des collègues libanais là-dessus. Sur quelle forme de souveraineté par en bas il faudrait repenser? Et je pense que la question socio-économique dans les deux pays ne peut pas, on ne peut pas l'ignorer. Sinon, ce sera impossible de pouvoir pousser pour une véritable souveraineté qui aujourd'hui est une question essentielle, que ce soit au Liban ou en Syrie face aux diverses interventions étrangères et à la crise économique continue et les diverses formes d'occupation. Merci beaucoup et j'espère qu'on pourra développer d'autres idées. Un petit temps de latence avant que les questions n'arrivent. Moi, j'ai une petite question pour Joseph. Eh bien, allons-y. Voilà. Joseph, merci beaucoup de ton éclairage vraiment passionnant et qui est vraiment en phase avec ce que j'ai dit. Donc, on est vraiment, je pense, très complémentaires et je t'en remercie. Je voulais juste avoir plus de détails de toi sur justement les sanctions qui ont été levées dernièrement sur la Syrie et ces sanctions qui, en fait, n'ont rien à voir avec le Caesar Act, parce que le Caesar Act a besoin justement, c'est bicaméral, n'est-ce pas? On a besoin de toute de tout le monde aux États-Unis pour pouvoir éventuellement, n'est-ce pas? Tu me diras si je
voilà, pour essayer, pour enlever, enfin, pour mettre fin au Caesars Act. Donc, quelles sont ces sanctions qui ont été levées et comment elles peuvent éventuellement aider à la fois la Syrie et le Liban? Alors, en l'occurrence, oui, c'est les 2 éléments les plus importants dans les sanctions qui nécessiteraient, l'accord du Congrès, c'est la désignation de la Syrie comme, État soutenant le terrorisme qui date de 1979 et le Caesar Act qui a été voté en 2019 et mis en place, implémenté ou mis en œuvre, pardon, en juin 2020. En Ça a été l'occurrence, renouvelé en 2024, en décembre c'est ça, en toute façon, 2024. oui, c'est tous les 6 mois. Mais en l'occurrence, le président Trump peut décider de, les suspendre Mmh, et comme le Caesar Act est de l'autorité exécutive, c'est d'accord, lui qui décide ou pas de les mettre en œuvre. d'accord, Donc, de facto, il peut les terminer de manière informelle, de d'accord. pas, faire aucune sanction. Et d'ailleurs, bon, très clairement, heu, il faut savoir que le Qatar a pris 2 initiatives, à la fois pour assister, financièrement pour payer une partie des salaires en Syrie Mmh, et pour approvisionner en termes d'électricité à travers la Jordanie, la Syrie. Ces 2 décisions qui ont été prises avant la levée des sanctions n'ont pu été prises pu été prendre, pardon, seulement avec l'accord des États-Unis. Et ce qui montre que le Caesar Act, c'est une question de si le gouvernement américain ou l'autorité, pardon, exécutive américaine est d'accord ou pas. De même, si on regarde la compagnie française CGA-CGM, elle a signé son contrat avec le gouvernement syrien avant la levée des sanctions officielles. Donc, ils ont dû avoir. Alors, au-delà que ça fait partie, il faut savoir que CGA-CGM est présent en Syrie depuis 2009. Ça fait aussi partie de sa stratégie d'expansion en Méditerranée, après la Beyrouth et autres, et il se pose en position pour la reconstruction. Mais quelques heures après la levée des sanctions, voilà, Tartous, un contrat, alors sur 25 ans, je crois, 26, de 800 millions de dollars a été signé entre Dubai Port, qui est une compagnie liée aux Émirats arabes unis, pour voilà, investir et autres. Donc, pour répondre à ta question, c'est oui et non. De facto, ça va être levé, de facto. Par contre, ça peut prendre un peu de temps. Et c'est là où, au-delà des entreprises qui ont un soutien d'États étrangers, il y a un point d'interrogation. Parce que si vous êtes un businessman ou une businesswoman, vous êtes issu de la diaspora syrienne. Euh, Aujourd'hui, si vous allez voir votre banque et dire je vais investir en Syrie, ils vont vous dire attendez. Pour nous, c'est toujours pas clair ce qui se passe. Ils ont appuyé la levée des sanctions, mais bon, en plus, le SWIFT bancaire n'a pas été encore remis. mmh, Par contre, la levée du sanction. Donc, il y a encore un truc aussi, ce qu'on appelle overcompliance, ça veut dire mmh, que les banques font plus attention et que la Syrie, c'est un peu un risque toujours. Donc ça va prendre un peu de temps. Mais par contre, c'est certain que la levée des sanctions américaines va avoir sur un moyen terme des effets positifs. Tout d'abord, réintégration de la Syrie dans le système financier international. Donc ça, ils y travaillent. Ça peut également faciliter tout ce qui est dynamique commerciale, très certainement. Pour la question de la reconstruction. Donc il y a tout un certain nombre de dossiers, ça enlève des obstacles très importants, même si ça peut prendre un peu de temps. Mais les problèmes structurels, et c'est là où je pense qu'une partie même d'économistes, mais bon, voilà où il y a tout un nombre de soucis, c'est que les politiques du gouvernement, je parlais de la question dynamique du commerce, on ne peut pas avoir un recouvrement économique si les secteurs productifs de l'économie sont en train de couler, l'agriculture et le secteur manufacturier. Parce que, par exemple, si vous voulez une amélioration de la livre syrienne, qui a été vue directement après la levée des sanctions, ou l'annonce de la levée des sanctions, pardon, ce qui est un truc qui n'est pas du tout structurel, qui est ponctuel, la livre syrienne sera toujours sous pression du moment que vous avez une balance commerciale ultra négative, qui est le cas de la Syrie de 3 à 4 milliards par année. Vous connaissez bien aussi ça, le cas au Liban. Donc voilà, il y a une pression très importante. De même, la crise économique au Liban continue, a une influence sur la livre syrienne. On parle souvent le Caesar Act qui a eu un effet, certes, sur la livre syrienne, mais la baisse
très importante de la livre syrienne s'est passée à la fin 2019, lors de la crise économique libanaise, le début du Covid et la crise économique en Syrie avec la balance commerciale qui ne cessait donc c'est un certain nombre d'éléments. Vous avez tout ce qui est la diaspora syrienne, les travailleurs syriens qualifiés, etc., ou travailleuses syriennes. Ben, aujourd'hui, les salaires syriens, même s'ils sont augmentés de 400% dans le secteur public, vous allez toucher 80-100 $. Le coût de la vie à Damas, pour une famille de 5, c'est plus de 650 $. Donc, c'est pas très attractif. Vous avez la livre syrienne et aussi, il y a une compétition avec les livres turcs dans le nord, la dollarisation de l'économie avec un phénomène similaire qu'au Liban. Donc, c'est pas attractif. Un système bancaire qui, à part encaisser votre argent, n'est pas du tout dans une perspective. Et ça, encore une fois, c'est comme le Liban. La majorité de ces prêts, c'est pas pour aller au PME, c'est pour s'acheter une voiture et autres, ou donc dans des dynamiques de consommation. Donc, on a tout un certain nombre de dynamiques. Bon, en plus, les mesures d'austérité appauvrissent de manière continuelle les Syriens et les Syriennes. Quand on augmente le prix du pain, quand déjà 90% de la population syrienne vit sous le seuil de pauvreté, mais bon, sur l'électricité et autres, la construction des infrastructures. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, mais encore beaucoup de choses à faire. Et c'est sans parler des dynamiques politiques qui, pour l'instant, du gouvernement actuel, ne sont pas très attractifs aussi pour les businessmen de l'étranger. Et j'ai peur qu'on verra Ah, des dynamiques de Joseph, capitalisme. Pardon. il y a pas merci. mal- Je voudrais qu'on essaie de revenir un peu. On a quelques minutes. Merci beaucoup pour ces explications qui sont évidemment essentielles sur ce sujet-là en particulier. Mais peut-être qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne. Et, et puis, j'aimerais à ce moment-là que les réponses que vous allez faire soient, s'il vous plaît, courtes, même Excusez-moi. si on est toujours un peu frustré. Alors, une question, allez-y. Merci, bonsoir. Je m'appelle Ezekiel Caceres. Auparavant, j'étais le responsable de DASC de Liban au sein de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international. Malheureusement, j'étais licencié il y a quelques mois maintenant. Mais j'étais intéressée par votre réflexion, Dima, sur le rôle de l'Arabie saoudite dans la reconstruction de Liban après la guerre. Donc, si vous pouvez peut-être élaborer un peu plus du rôle de l'Arabie saoudite dans la reconstruction du pays après les dégâts de la guerre et et l'effet que la, 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 la fermeture des contrats qu'on a fait avec l'USAID, l'effet que ça va avoir dans le futur du Liban et surtout après la guerre, et Oui. comment ça se voit sur le terrain. Alors, il y a USAID, USAID, parce que USAID, ça peut montrer qu'en fait, ils aident, mais en fait, on est loin. Enfin, disons que disons que vous connaissez peut-être l'histoire de USAID mieux que moi, mais en tout cas, vous savez qu'au départ, c'était parti pour quelque chose, et puis après, ça a été repris par la CIA, qui, elle, exploite donc USAID pour bien arriver sur le terrain, partout. Du nord au sud, on a plein d'archives, pas d'archives, mais on a plein d'informations là-dessus. D'ailleurs, c'est un de mes sujets de recherche prochain. Donc, USAID, on est très content que USAID se soit retiré un petit peu du Liban. En revanche, c'est très mauvais pour beaucoup de personnes et beaucoup d'ONG, parce qu'en faisant, en faisant une forme d'organigramme, on a compris que USAID était, on va dire, à l'origine de nombre de financements qui passent par des ONG intermédiaires et qui finissent justement dans les petits vergers, les petites oliveraies, les petits pour voilà, avoir un puits ici et là. Mais en tout cas, tout ça passe par des intermédiaires pour que ça soit un petit peu pas très clair. Et puis, mais en même temps, on a des choses très, très claires, c'est-à-dire comment, pour les réserves naturelles, par exemple, on va voir à chaque mètre que vous faites, lorsque vous faites un hike, par exemple, USAID has financed this tree, USAID has financed this bench, USAID, etc. Enfin, bon, vous savez, un petit peu à l'américaine. Donc, on a ça. Donc, il y a oui, quelque part, c'est bien parce que ça va pouvoir augmenter la souveraineté à la limite du Liban. Ça va un petit peu augmenter de la souveraineté du Liban, c'est-à-dire que voilà, c'est pas un élément qui va faire en sorte que les populations
soient urgés ou pressés d'élire des représentants dépendamment du fait qu'elle ait bénéficié ou non de USAID, parce qu'il y a ça dans les villages, notamment au sud, notamment dans la Bekaa, notamment dans la banlieue sud. Donc, il y a ce genre de, voilà, nous, on fait ça, etc. Mais on va essayer d'éloigner les électeurs du Hezbollah ou de Hamas. Et d'un autre côté, évidemment, il y a beaucoup de Libanais qui ont souffert du fait que malheureusement, ils ne sont plus financés par ces ONG qui, elles, sont financées par USAID. Donc, ça crée évidemment, mais là, on parle de deux échelles différentes, hein, une échelle plus individuelle ou bien même ce qui devient social, puisqu'ils étaient très nombreux. On parle de 4000 peut-être personnes qui bénéficiaient des salaires USAID au Liban, ou peut-être plus, je ne sais pas vraiment. Là, je n'ai pas ce chiffre, je suis désolée. Mais en même temps, voilà, peut-être qu'il y a un acquis au niveau de… Alors, par rapport à l'Arabie saoudite, c'est-à-dire que les Américains, on va dire, utilisent un petit peu l'Arabie saoudite pour être les financiers de tout ça. Ça a toujours été le cas, que ce soit le Qatar, que ce soit l'Arabie saoudite, c'est eux qui financent des projets justement pour les intérêts américains, israélo-américains dans la région. Moi, j'ai appelé ça l'axe Washington, Riyad, Tel Aviv, hein, même si Riyad, Tel Aviv, ce n'est pas un axe direct et que justement celui qui chapeaute, le chef d'orchestre est forcément américain. Donc, voilà. Merci, Léa. On peut prendre encore une ou deux questions? Assistez-vous depuis des années à un acharnement politico-médiatique au Liban pour dire que tout le problème du Liban est la faute au Hezbollah? Et deuxième question, même si beaucoup de choses peuvent être reprochées à ce mouvement politico-militaire, n'est-ce pas une posture qui arrange le syndicat des intérêts acquis qui gouverne effectivement le Liban? Bon, la question est, il y a deux réponses. Tout ce qui se passe au Liban n'est pas de la faute du Hezbollah, très clairement. Mais le Hezbollah, comme la force politique qui a dominé, qui a été la plus grande force politique au Liban, a certainement un rôle dans les difficultés que vivent une grande majorité des Libanais aujourd'hui. Et surtout, bon, pas simplement son intervention en Syrie, son rôle dans l'opposition, avec d'autres acteurs libanais aussi de l'élite politique libanaise, en opposition que ce soit au soulèvement populaire 2019, mais dans la répression des syndicats, des mouvements sociaux, et d'avoir fait partie et d'avoir gouverné depuis 2005, disons, avec le reste de l'élite politique libanaise, a mis en place ces politiques et a fait partie de l'ordre de la crise économique libanaise et ne remet pas en cause, encore une fois, euh, ce système confessionnel néolibéral libanais. Disons, j'entendais avant qui s'opposait au TVA, ça dépend des périodes et surtout, quand vous parlez avec la majorité des cadres du Hezbollah, ils n'ont pas du tout d'alternative économique politique au Liban actuel. Bien au contraire, ils le soutiennent pour des raisons, pour revenir là-dessus. Donc, c'est ni tout la faute du Hezbollah, mais le Hezbollah aujourd'hui fait partie de l'élite politique confessionnelle et dès lors est responsable, sans parler de ses interventions extérieures en Syrie, qui, selon moi, étaient pas simplement mauvais en premier lieu pour les Syriens et Syriennes, mais aussi pour les Libanais et Libanaises. Vous voulez dire un mot là-dessus? Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec Joseph. J'ai juste envie de dire que en 2019, lorsque la Saoura a éclaté, Sybille a dit un mot, elle a abouti à la crise elle a dit ça, elle a abouti à la crise de 2000, à la crise économique. On va dire plutôt, moi je vois que la Saoura a été une forme de, euh, de, de de voile derrière lequel les banques ont réussi à trouver une forme d'alibi ou d'argument pour fermer. C'est-à-dire, à cause de la Saoura et à cause du blocage de routes, à cause de… Ah, mais ils ont fermé les routes. Ah, comme durant la guerre, ils ont fermé le tunnel de Nahr el-Kalb, ils ont fermé les routes menant aux hôpitaux. Hein, j'ai fait les frais de ça, etc., etc. Et c'était des jeunes, des gamins de 15-16 ans qui venaient brûler des pneus, etc. Et sous ce prétexte-là, il y a eu cette fermeture des banques qui a fait en sorte, et là, malheureusement, vous n'en avez pas parlé, j'avais envie
que vous disiez un mot sur le fait combien de capitaux, combien d'hommes d'affaires et de politiciens et même d'hommes religieux, des églises carrément, ont pu sortir à des taux à 1500 livres, le dollar qui était déjà à 12 000 ou 20 000 ou 50 000, etc. Des montants énormes, des montants très importants qui font que ces gens-là s'en sont sortis. Et on voit aujourd'hui qu'ils vivent de tout ça à New York, en Allemagne, en France, sur la côte. On le voit, c'est-à-dire que c'est des choses visibles. À Columbia, ils ont tous les enfants des banquiers sont à Columbia, etc., etc. Et le Hezbollah, en effet, il faisait partie de cette classe politique qui n'a pas, et la Saoura n'a pas revendiqué on va dire, une démission totale de pas de la classe politique, mais du système. Le système n'a pas été remis en cause, ni le système confessionnel communautaire, sauf par certains. Moi, je ne parle pas de Charb el-Nahas, je ne parle pas de certains, évidemment. Il y a beaucoup de mouvements, enfin, quelques mouvements, mais ils n'étaient pas majoritaires, malheureusement. Donc, le plus majoritaire, ça a été malheureusement repris ou ça a été récupéré, malheureusement. Donc, oui, le Hezbollah faisait partie de cette... ils ne sont pas nécessairement complètement responsables de tout, mais ils ont leur part de responsabilité. On prend une dernière question, je crois que vous vouliez en poser une. Ce sera la dernière question. Oui, merci. Je me demande comment on peut interpréter ce qui se passe actuellement, en ce sens qu'on a d'un côté, il y a presque 1000 milliards de dollars qui viennent d'être promis pour être investis aux États-Unis, alors que la majorité des pays de la région, je crois que ce soit le Liban, la Syrie, l'Égypte, la Jordanie ou l'Irak ou le Yémen, dans un taux de pauvreté jamais vu, quoi. Donc, je ne sais pas, moi j'ai du mal à comprendre un peu cette dynamique où on voit 1000 milliards de dollars qui sont investis aux États-Unis, Ils vont sauver les États-Unis, voilà. Le plus riche, et une région exsangue où les morts se comptent par centaines. Mais ça fait partie des pressions. Mais ça fait partie aussi des pressions. Donc, ça fait partie des pressions. Et le résultat est là. Et d'ailleurs, Joseph disait tous ces avantages qu'on peut éventuellement tirer du fait de la levée des sanctions en Syrie. Mais en fait, moyennant quoi? C'est-à-dire face à quoi? Face à une occupation durable et définitive du Golan, comme disait d'ailleurs le Premier ministre israélien, il disait que le Golan est définitivement syrien, éternellement. Il a utilisé le terme éternellement, sera éternellement syrien. Donc, c'est justement tout ce qu'on va nous donner en compte-gouttes, hein, avec des compte-gouttes, etc., ça va être face à quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va prendre en contrepartie? Des territoires, une certaine hégémonie, une certaine... c'est-à-dire que c'est des pays qui ne vont plus compter dans la région économiquement, financièrement, ça ne va plus être... Il n'y a pas de possibilité qu'elles soient des plateformes intéressantes. D'ailleurs, le port de Beyrouth a été détruit. On voit très mal, regardez comment on essaye de défendre l'aéroport au Liban, c'est-à-dire qu'il faut faire descendre toute la presse internationale pour s'assurer qu'il n'y a pas une mitraillette dans les bas-fonds de l'aéroport, tout ça pour que l'aéroport ne soit pas détruit. Donc, vous voyez, donc il y a, tu vois, c'est des pressions en bonne et due forme. Elles ne sont pas uniquement occidentales, mais elles sont aussi arabes. Donc, clairement. Et je ne sais pas comment s'en sortir, à moins de... Alors, est-ce que si on va vers la paix, est-ce que ces pressions-là, ou en tout cas, est-ce que la situation va s'améliorer, ou on va être de facto mis sous une forme de tutelle, une nouvelle forme de tutelle? Les Libanais sont restés 15 ans sous tutelle syrienne pour les 2/3 ou presque 3/4 du Liban, puis avec un tiers occupé par Israël jusqu'à 2000.
je suis incapable de vous dire où on va, mais en tout cas, c'est clair que les pressions sont là. Merci Dima. Un mot peut-être, Joseph, sur cette question, et puis on va clore. Je vais finir sur une note positive après. Comment? Une petite note positive après. Oui, si je peux me permettre, il y a deux éléments à cette question. Tout d'abord, historique. Ce n'est pas une surprise que l'accumulation de capitaux dans les monarchies du Golfe va financer les caisses américaines. Ce que vous Oui. appelez aujourd'hui l'euro-dollar, c'est à la suite des années 70, l'explosion du prix du pétrole, qui en partie va dans les banques américaines et autres, et qui va permettre tout un système de prêts et autres. Donc, et c'est aussi la place centrale que joue cette région dans le monde depuis la suite de la Deuxième Guerre mondiale. S'il y a une particularité pour le Moyen-Orient, c'est pas sa religion, ni c'est le fait d'être arabe, c'est la concentration des énergies fossiles. Et aussi, c'est aussi pour cela que moi, j'ai jamais cru à toujours qui a été dit, ce retrait américain. Non, la question du contrôle de la diffusion et du développement du pétrole reste absolument essentielle. Et je dis bien la diffusion, pas la consommation. Les États-Unis ne sont pas dépendants de la consommation pétrolière ou de gaz. D'ailleurs, le premier client est d'ailleurs la Chine. Deuxièmement, si on regarde la nature des investissements conclus, ces deux principaux généralement, c'est contrat d'armement et de la tech. De la tech, et ça aussi, ça montre aussi des évolutions au niveau économique, politique, que ce soit aux États-Unis ou dans ces pays, où ces pays aussi ont un besoin, et ça c'est un des changements majeurs ces dernières décennies, pour certains depuis plus longtemps, mais qui est très matérialisé par la vision 2030 de Mohamed Ben Salman, ça nécessitait aussi d'un développement économique interne. On est sorti des dynamiques un peu rentières, et dès lors ces contrats aussi servent cela, sur la question de la tech, de devenir des pôles et autres. Donc, il y a tous ces éléments qui rentrent en compte, et de même que c'est une manière d'assurer et de consolider l'hégémonie américaine, bien sûr, dans la région, face, alors là, la rivalité chinoise est très importante, mais je ne pense pas qu'on peut, et c'est important de voir aussi ces dynamiques, à la fois dans une volonté de consolidation américaine et le rapprochement, l'attente, ou en fait, c'est même pas un rapprochement, une imposition d'une normalisation avec l'État d'Israël. Le problème principal, c'est que on a un manque d'alternatives politiques qui aussi proposent une alternative économique et sociale. Disons, un des principaux problèmes de l'Iran et du Hezbollah dans cette région, c'est qu'elle n'a jamais été une alternative finalement. Elle veut essayer de trouver un deal avec la plupart des États de la région, et même au-delà, on voit que l'Iran maintient ses volontés d'arriver à une sorte de deal avec les États-Unis. Donc, les reflets aussi de ces dynamiques politiques sont un reflet plus mondial des dynamiques d'économie politique internationale, je pense. Ok, merci. Vous voulez dire un dernier mot, mais vraiment Alors, bref? oui, c'est un renouvellement en fait du Quincy Pact auquel on a assisté avec Trump arrivant mais vraiment en grande pompe, hein, un Quincy Pact en grande pompe où il y a un renouvellement de ce lien entre les États-Unis et le futur roi saoudien. Alors pour finir sur une peut-être petite note positive, c'est que finalement, ce qui s'est passé en Syrie, notamment dernièrement avec les massacres des minorités, des Alaouites notamment, on voit que ça ne s'est pas répercuté négativement sur le Liban, c'est-à-dire on n'a pas assisté à des problèmes entre Jabal Mohsen et Bab el-Tabani, entre sunnites et alaouites de la région de Tripoli. Et donc ça, c'était quelque chose de bien, c'est-à-dire que les Libanais ne sont pas glissés dans une forme de violence qui aurait pu être conséquente de tout ce qui s'est passé en Syrie. Pareil, les Druzes, le Walid Jumblat, en tout cas, est en train de vraiment contrer une grande partie de sa population druze qui est déjà passée à travers l'influence des cheikhs, parce que la majorité des cheikhs aujourd'hui supportent, ou en tout cas, pardon, soutiennent l'idée de normalisation avec Israël et d'un rapprochement avec Israël, tandis que Walid Jumblat, qui est très sensible, qui a compris que les Druzes peuvent être mis très vite face au Hezbollah, parce qu'ils sont vraiment en démarcation avec le Hezbollah dans la région du Chour. Ils peuvent éventuellement faire les frais d'une guerre civile contre le Hezbollah. Il a très vite
compris ceci. Et il a pris ses distances justement en disant que nous, on ne va pas suivre ce que le cheikh Tarif propose en Israël ou ce que le nouveau cheikh aussi Druze, son nom m'échappe maintenant, enfin, mais c'est pas grave, en Syrie propose justement d'être avec les Israéliens. Donc, on est en train de voir justement les acteurs libanais essayer d'absorber, ou en tout cas d'absorber le conflit, d'absorber les frictions pour empêcher que la population libanaise, les communautés ne glissent dans une nouvelle guerre civile qui, on sait éventuellement à peu près quand est-ce qu'elle commence, mais on ne sait pas, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'elle finit. Voilà. Bien, Juste merci Dima, merci Joseph, c'était très intéressant.